et bienvenue à cette matinée sur les données. Alors, on n'a jamais autant parlé des données que depuis peu, et je vais vous donner mon sentiment, on a raison. Parce qu'on est au tout début d'un processus qui va nous emmener loin et vite. Pour voir ce processus, on va partir de ce qu'on fait aujourd'hui. Et au fond, tout part du réseau. Alors on me dirait, ça on le sait, mais ce réseau, ça permet un échange de données facile, à coût souvent caché. On n'a pas l'impression, parfois, même si la constitution de réseaux, ça coûte quand même très cher, mais quand on les pratique, on n'a pas forcément le sentiment que ça coûte cher. Et si on regarde ce qu'on fait aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Alors ça, on a ramené ça il y a peu de temps d'une analyse qui a été faite aux États-Unis sur ce qui se passe sur Internet. Et à mon avis, c'est très intéressant parce qu'il y a un certain nombre de choses qui commencent à apparaître clairement. Alors, au-delà du fait que derrière, il y a des activités qui sont colossales, hein, parce que Amazon a une valorisation qui est largement supérieure à celle de Walmart, qui est le numéro 1 aux États-Unis. Uber, 60 milliards de dollars. C'est nettement plus que General Motors. Donc, OK, derrière, il y a de gros chiffres. Mais ce qui, à mes yeux, est vraiment intéressant et significatif et qu'on doit avoir en tête pour la suite, c'est que la dynamique de ce domaine d'activité est très particulière. Au fond, elle est très vite monopolistique. C'est-à-dire que dans un domaine, très vite, il n'y a plus qu'un seul acteur. Pourquoi ? Parce que quand il y en a un second, et comme on peut passer facilement de l'un à l'autre, celui qui a un petit avantage prend le dessus, et à la fin de la journée, il n'y en a plus qu'un. Et c'est vrai dans toute une série, regardez les activités qui sont là, hein. C'est vrai dans la plupart de ces activités. Et quand quelqu'un essaie de créer un concurrent à un autre, c'est horriblement difficile, horriblement cher. Pour essayer de créer un concurrent à Uber, General Electric a dépensé en début d'année sur un créneau qui est un peu voisin, parce que si c'était le même, ça aurait... il a déjà dépensé 5 milliards de dollars, rien que pour essayer. Bon. Donc on voit que là, on a une logique de développement de ce marché, de cette dynamique, qui fait qu'on va avoir un acteur par domaine. Donc c'est rare dans la vie économique, mais de trouver des activités qui se développent aussi vite, aussi fort, et qui, très rapidement, où il n'y a plus qu'un seul acteur par domaine. Alors, bien sûr, il y a quelques contre-exemples. Si les Chinois décident d'interdire certaines activités sur le sol chinois, il y aura un concurrent local. Mais dans le monde ouvert, la logique de fond, c'est ça. L'autre point important, c'est que tout ça, c'est des services à la personne. C'est-à-dire que quand on voit les applications, là, cette vague-là, qui est la première vague, on va voir, nous, ce qui nous intéresse, c'est la vague qui suit. Mais cette première vague, elle est grand public, et grand public, institutionnel, informationnel et transactionnel. C'est-à-dire, c'est la personne qui cherche ou échange des informations, et c'est la personne qui fait une transaction. Alors, rien qu'avec ça, ça peut déclencher des activités tout à fait nouvelles, parce que si vous prenez le cas d'Uber, c'est relativement simple, hein. C'est simplement la disponibilité des données de géolocalisation de voitures et la disponibilité de données de géolocalisation de gens qui veulent un taxi. Si vous arrivez à mettre ça ensemble, d'un seul coup, vous créez un service nouveau et qui, au bout de quelques années, la valorisation est déjà de 60 milliards de dollars. Bon. Donc on voit bien que déjà à ce niveau, dont je rappelle que par nature, à quelques exceptions près, il est grand public, informationnel et transactionnel, ça donne des résultats colossaux. Il y a un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que
ce tropisme monopolistique, c'est-à-dire que pour un domaine, il n'y a finalement qu'un seul qui survivra. Il n'y a pas de numéro 2. Hein. Eh bien, ça, c'est une prime à la taille colossale. Donc, c'est une des raisons, pas la seule, pour laquelle, quand vous regardez les intervenants, ils sont tous américains, pratiquement. Parce que l'effet de taille est absolument déterminant. Alors, pourquoi je mentionne ces différents points? Non pas pour dire qu'ils vont se répliquer dans les vagues qui vont venir, mais pour qu'on en tire les leçons et qu'on ait une bonne compréhension. Avant de bouger sur un sujet, il faut avoir bien compris les points clés. Et là, dans les points clés qui sont là, il y a ces caractérisations liées à la dynamique de ce domaine-là. Alors, ça, c'est le début. Si j'ose dire, ça, c'est hier. Parce que si vous regardez l'ensemble de ces activités et que vous l'interfacez avec les activités de votre entreprise, quelles qu'elles soient, j'ai quelques amis dans la salle qui viennent de très grandes entreprises, d'autres de toutes petites entreprises, d'autres de structures de recherche, etc. Mais aujourd'hui, la réalité, l'utilisation réelle de ce genre de choses dans les entreprises est relativement faible. C'est l'addition d'utilisation individuelle. Bon. Par contre, c'est ça qui va changer et qui ne va pas changer demain, qui change maintenant. Et on passe à cette notion IoT, Internet des objets, etc. C'est peut-être un concept qui n'est pas très défini, très large, etc. Mais ça veut dire que dans le monde industriel, toutes les actions et tous les participants à ces actions, que ce soit des hommes ou des machines, vont rentrer dans cette logique d'interconnexion. Donc on va se retrouver avec un volume de transactions absolument colossal, et les transactions, c'est ça, et ce qui passe sur c'est ça qu'on appelle les données. Et quand on regarde, là j'ai simplement pris, il y a la partie gauche qui est intéressante, la partie droite est un peu du pipeau. La partie droite est sous-estimée. La partie gauche, c'est de dire qu'il y a 3 vagues dans cette évolution qu'on est en train de vivre. La première, on l'a vue, c'est celle que je viens de décrire, on l'a vue dans les chiffres. Bon. Et je rappelle que le GAFA, simplement les 4 du GAFA, ils ont une valorisation qui est 1,5 fois celle du CAC 40. Bon. Bon, je passe sur la profitabilité. Et donc, il y a cette première vague. La deuxième vague, c'est la vague industrie. Donc, vous voyez, la première vague, c'est une vague consumer. La deuxième vague, c'est une vague industrie. Et qui va préparer la troisième, c'est auquel on va arriver progressivement, mais assez vite. C'est-à-dire que tout objet fabriqué, toute activité, toute personne aura la capacité d'échanger des données avec beaucoup d'autres. Les constructeurs automobiles se battent pour savoir si une voiture, dans quelques années, aura cette capacité d'échange de données portant avec des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers d'autres structures. Peu importe, ça ne change rien. Bon. Même chose pour les avions, pour les trains, pour tout ce qu'on voudra. Donc on voit, on est en train de passer de la première à la deuxième vague. Et la deuxième vague, on ne va pas y rentrer par palier, on va y rentrer très vite. Alors, les grands noms concernés, vous voyez, Gartner et IDAT, c'est des cabinets, mais Cisco, qui dit 50 milliards d'objets connectés, en général, Cisco était au-dessus de... Mais là, ils ont dû avoir... leurs difficultés ont dû leur donner un petit coup de déprime. Mais est-ce qu'on sera à ce niveau-là d'objets connectés en 2020 ? Vraisemblablement, on sera beaucoup plus haut. Et peu importe, je veux dire, le fait, c'est que les objets industriels ou les participants à l'action industrielle auront tous ces systèmes d'échange. Ah, je me suis trompé de sens. Alors, quand on regarde la nature des données, on voit que ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire ce qui sort de nos produits de consumer electronics qu'on a tous sur notre bureau ou dans notre poche, vous voyez, ça reste, bien sûr que ça croît, mais ça reste en proportion tout à fait faible. Par contre,
Ce qui se développe assez rapidement, c'est les machines communicantes, mais surtout, après, on va vraiment vers les objets, l'objet qui communique. Et vous voyez, ça grimpe vite. Hein. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est uniquement, ce qui est autour de nous, c'est uniquement le bleu. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et il y a déjà une très grande quantité de choses qui se font sur ces sujets-là. Et donc, les objets connectés sont présents dans l'industrie et vont l'être de plus en plus. Et puis après, vont l'être chez les particuliers. Alors après, on aura notre montre, notre truc et notre machin. Donc, le niveau de connexion qu'on a devant nous est absolument faramineux. Alors, on va avoir des milliards d'objets connectés. So what? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, ce qui est intéressant, et c'est ça la clé des choses, c'est comment ces objets connectés vont s'interconnecter par domaine. Alors, avec là deux aspects. Un premier, c'est les sujets sur lesquels il y a une décision d'entreprise ou de responsable, qui est d'organiser l'interconnexion dans un certain domaine. Mais on va voir qu'avec certaines des techniques dont on parlera tout à l'heure, de deep learning, etc., on va avoir aussi la possibilité que certains de ces objets organisent eux-mêmes leur optimisation d'interconnexion. Donc on va avoir, face à je salue le président de Systématique. C'est bien de t'intéresser à ces sujets, bravo. Et donc, on va avoir ce niveau d'interconnexion qui va s'établir à la fois par des décisions d'entreprise et, dans certains cas, par du machine learning direct. Alors, qu'est-ce que ça peut permettre? Ah, là, s'il refuse d'avancer... Voilà, non, il ne refuse pas d'avancer. Alors, il faut se dire qu'il y a deux types de sujets qu'on a devant nous. Un qui est le plus évident à comprendre comme ça, c'est le gain d'efficacité qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a toujours fait avant, y compris dans les périodes précédentes, on utilisait de la simulation, du calcul, etc. C'est de prendre un processus existant et puis de l'optimiser, donc d'en améliorer l'efficacité en termes financiers, techniques, qualité, tout ce qu'on voudra. Et ça demeure. Et ce mouvement-là va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais il y a un deuxième aspect sur lequel il y a une vraie rupture, c'est que ça permet de nouveaux usages. Et ça change beaucoup de choses. Prenez l'exemple d'Uber, sur lequel je reviens, c'est un nouvel usage. Bon. Et on voit progressivement se mettre en place, comme ça, dès aujourd'hui, toute une série d'activités nouvelles. Et quand on se projette, mais vraiment sur les quelques mois qui viennent, les quelques années qui viennent, on voit que les domaines d'application réels, là on n'est pas dans l'académique en disant ça va se passer dans 3 ans. On est dans les choses sur chacun de ces sujets-là. Sur chacun de ces sujets-là, on va voir les choses se développer rapidement. Je peux en prendre 2 au hasard. On a mis la voiture connectée. On n'a pas mis la voiture autonome ou la voiture sans pilote. Mais est-ce que la voiture connectée, c'est en train de se faire? Oui. Regardez les investissements faits par des grands constructeurs sur ce sujet et les annonces aujourd'hui. Regardez les annonces d'Apple récemment sur ce sujet, sans parler de Tesla, etc. Bon. Donc, voilà. Je vais prendre un autre domaine tout à fait à l'opposé, parce que je profite de ce qu'il y a un très bon spécialiste dans la salle, qui est mon ami Christian Saguet. Vous prenez l'agriculture. Ah, le paysan et le numérique, on peut se dire qu'il y a du chemin. Eh ben, désolé. Maintenant, on arrive à ce qu'on arrive à faire en combinant des données, dont certaines sont des données de météo. Mais pas simplement la météo d'aujourd'hui, mais la météo de demain, d'après-demain, la semaine prochaine. Bon, c'est déjà la météo intelligente. Avec des données de capteurs chimiques sur le sol qui sont, on ne les voit même pas, qui sont sur les tracteurs aujourd'hui. Vous rajoutez à ça des drones qui sont capables de passer et d'analyser l'image du degré de maturité d'un grain de blé ou d'un grain de raisin. Et donc, pour l'optimisation des vendanges en Champagne aujourd'hui, il y a des drones qui les surveillent, qui survolent les vignes pour déterminer exactement ce dont la vigne a besoin
à quel degré de maturité on en est, y compris un certain nombre de caractéristiques qui influeront sur le goût à la fin. Donc je prends ces exemples-là pour dire, ne nous trompons pas, ça, je parle de choses qui sont déjà là aujourd'hui. Donc demain, ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et quand on regarde, j'étais aux États-Unis il y a peu, et donc j'ai récupéré un ou deux tableaux qui sont bien encombrés, mais c'est la façon dont une bonne boîte de marché analyse la typologie des activités sur l'IoT aujourd'hui. Donc c'est pas inintéressant. Et on voit que c'est structuré, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sans ça, on fait en sorte que vous puissiez avoir la présentation et tout ça. Il y a le niveau des applications, et alors on parle bien sûr des applications. On commence par les applications personnelles, puis les applications maison, puis les véhicules, puis l'entreprise, puis l'industrie. Après, vous avez dans l'autre sens, vous avez en horizontal tout ce qui est plateforme et tout ce qui est outils en bas. Vous avez du hard, du soft, de la connectivité. Et donc, quand on regarde ça, et quand on regarde là-dedans la place prise par de nouveaux entrants, alors je ne parle pas simplement du GAFA ou de Uber, etc., mais les nouveaux entrants qui travaillent aujourd'hui sur de l'algorithmique, sur du soft, sur des architectures nouvelles, on voit le déplacement d'activités. Donc il y a un bouillonnement industriel qui est très important. Et là, pour ce bouillonnement industriel, je crois que nous avons une chance. C'est que le domaine des données n'est pas comme le domaine du grand public, un domaine par nature monopolistique, où il y a un numéro 1 et pas de numéro 2. Ça, je l'ai montré tout à l'heure. Là, comme on est à la combinaison entre des savoir-faire algorithmiques, informatiques et usages, là, il y a une diversité possible et il n'y a aucune raison qu'une entreprise qui est très bonne dans ce domaine-là et dans ce couplage entre informatique, algorithmique et l'utilisation dans son domaine ne devienne pas un leader mondial, même si elle vient d'un petit pays ou d'un pays moyen comme la France. Mais on peut avoir dans un domaine une boîte danoise ou suisse qui prend un leadership parce que la combinatoire de ces 3 points, c'est ça qui fait la clé. Donc, je trouve que par rapport aux excès de la période précédente, là, il y a un point très intéressant. Et quand on discute avec les industriels les plus avancés dans un certain domaine, qui sont vraiment une maîtrise tout à fait remarquable de leur sujet, qu'on creuse ça avec eux, on voit apparaître toute une série de choses qui sont autant d'opportunités économiques et industrielles pour eux, mais aussi pour les fournisseurs qui y seront associés. Et là, avec à la fois des gros fournisseurs technologiques, mais aussi des start-up, des PME, et vous verrez tout à l'heure que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Alors, donc, un paysage industriel tout à fait intéressant. Alors, je vous ai laissé ça parce que c'est assez rigolo. C'est ce que j'appelle la table des multiplications par 1000. Alors, pourquoi 1000 ? Parce que les technologies numériques, on vient du HPC, et le HPC, la règle, c'est qu'on multiplie la puissance par 1000 en 10 ans. Bon. Alors là, pour les données, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, on va se retrouver avec des volumes de données qui seront, à mon avis, largement au-dessus des 40 zeta-octets en 2020. Je rappelle qu'un zeta-octet, c'est 1000 hexas. Un hexabyte, c'est 1 milliard de données. Donc, quand on dit 40 zeta-octets, c'est 40 000 milliards de données. À mon avis, on sera au-dessus. C'est simplement pour dire que là, on va avoir, en termes de volumétrie, une explosion. Et quand on regarde la problématique qui nous est posée, après je vais revenir à des choses tout à fait précises et concrètes. Hein. Mais alors les Américains, j'ai regardé leur truc tout en anglais parce que c'est trop mignon. Hein. Il y avait les 3V, maintenant il y a les 4V, puis ça, bon. Mais ça correspond vraiment à la réalité. Un volume, une variété de données, puisqu'on va mélanger des données structurées, non structurées, des données alphanumériques, des images, du son, tout ce qu'on voudra. La rapidité, on est presque en temps réel. Moi, on travaille avec des compagnies aériennes et des fournisseurs d'avions. J'espère que je ne dévoile rien. Mais sur la liaison entre un avion en vol et le sol, aussi bien pour mesurer le fonctionnement d'un moteur, de ceci, de cela, ou passer une information. Et on voit bien que là, c'est même plus de la vélocité. On est dans le temps réel.
il faut pouvoir interagir tout de suite. Même chose pour le spatial. Et la véracité, c'est la qualité des données. Bon, la question, donc on a un volume faramineux et toutes ces caractéristiques. C'est la question, et là je reviens à mon petit schéma d'il y a 2 minutes, c'est comment on prend et on assemble les données clés qui permettent de créer de la valeur. Et là, on peut créer des valeurs énormes, soit en efficacité additionnelle sur ce qu'on fait, soit en création de nouveaux services. Alors, l'autre point, l'autre analyse que j'ai rapportée aussi, que j'aime beaucoup, c'est la caractérisation des niveaux d'analyse. Alors j'espère que vous arrivez à le lire, parce que ça, c'est structurant pour la pensée. Et c'est de dire qu'au fond, il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est l'analyse descriptive. On décrit un phénomène. Le deuxième, c'est le diagnostic. Le troisième, c'est le prédictif. Et le plus intéressant, c'est le quatrième, c'est le prescriptif. C'est-à-dire que là, on dit ce qu'il faut faire. Et on voit bien, si je reste, je parlais des avions, des avionneurs, ils travaillent énormément sur ces schémas-là, ils vont très très loin, font des choses remarquables, mais tout le travail qu'ils ont fait en termes de maintenance prédictive, sur lequel ils travaillent depuis longtemps, mais maintenant, on rentre dans la maintenance prescriptive. C'est-à-dire, un avion, au moment où il va atterrir, les gens au sol savent ce qu'ils ont à faire tout de suite. Bon, donc ça c'est le niveau. Ah, oui, j'accélère. Alors, je vais aller beaucoup plus vite pour la suite. Mais là, il faut bien voir qu'on est à la combinaison entre 2 mondes. Le monde de l'analyse de données dont on vient de parler et le monde de la haute performance. Et donc, c'est ce couplage des deux qui va permettre d'avancer et d'avancer vite et loin. Et c'est ça qu'on appelle maintenant, on va y revenir tout à l'heure, le HPDA, qui est vraiment l'alliance entre High Performance et Data Analytics. Avec des potentiels de marché très très importants. Et là, il y a 2 aspects là-dessus simplement, c'est que ça montre 2 choses. La première, c'est que chaque fois qu'on regarde, on se projette, la projection va plus loin que l'année précédente. C'est-à-dire que chaque année, ça monte un peu plus. D'accord ? Et là où ça monte le plus, ce n'est pas sur les domaines où on est déjà actif, c'est sur les nouveaux domaines. Bon. Je passe sur ça. Ils ont fait de la même façon les mêmes. On fait la structuration là, des acteurs du big data, infrastructure, analytics, algorithmique, applications, etc. Vous l'aurez dans le... Et je viens au point qui est important, c'est que on a, en parallèle de cette explosion des données, on a maintenant les outils pour, à partir de ça, faire l'apprentissage qui devient progressivement automatique, parce que les vieilles techniques d'intelligence artificielle qu'on connaît depuis 20, 30 ans, etc., vous en avez d'excellents en France, mais on a développé d'abord le machine learning et maintenant le deep learning, qui permet d'aller vite et de développer de nouveaux services et de nouveaux usages. Et ça va s'appliquer partout. Donc le couplage IoT et Deep Learning, ça va... bon, est-ce qu'on a mis la... Non, on n'a pas mis l'agriculture là-dessus, mais on aurait dû la mettre, parce que c'est aussi un très bon exemple. Donc ça, vous le comprenez. Et je voudrais terminer, quelques minutes, sur, au fond, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça. Et là, je retombe sur ma responsabilité TerraTech. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut faire, c'est maîtriser ces technologies et les diffuser. Et les diffuser pas simplement dans mon entreprise, mais autour de moi. Je prends un exemple. Si nos amis de Dassault, j'espère qu'il n'y a personne dans la salle, mais les fournisseurs de Dassault, s'ils veulent continuer à travailler avec Dassault Aviation, il faut qu'ils interfacent la maquette numérique de Dassault. Hein. Sinon, ils n'iront pas très loin. Alors, et ça, c'est l'origine même de TerraTech. Alors, en 2 mots, TerraTech, c'est quoi ? C'est une décision prise par de très grandes entreprises il y a 11 ans maintenant, et présidée, créée par Christian Saguet, qui est là, que vous verrez dans la dernière table ronde. Vous prenez les 3 plus grandes entreprises de l'aéronautique, Dassault, EADS, Safran, les 3 plus grandes de l'énergie, CEA, Total, EDF, qui ont dit ces technologies sont fondamentales et stratégiques pour nous, il faut les maîtriser et les diffuser, pas simplement chez nous, mais dans notre écosystème de fournisseurs. Donc, et c'est parti, clairement au départ, c'était calcul et calculateur.
Parce que c'était ça la réalité il y a 12 ans. Et puis ça s'est déplacé, c'est devenu calcul et simulation, et maintenant c'est calcul, simulation et big data. Donc maintenant on a l'ensemble. Ça s'est élargi à quelques autres grandes entreprises. Nous aimons bien les très grands utilisateurs qui maîtrisent complètement les techniques de leur domaine et leur marché. Donc les derniers grands utilisateurs industriels à rejoindre TerraTech s'appellent l'Air Liquide, L'Oréal et Michelin, et je salue d'ailleurs certains d'entre eux qui sont ici. Et donc, des industriels utilisateurs les plus avancés, des entreprises technologiques grandes, petites, et puis les grands centres de recherche, CEA, CNRS, etc. Et on a décidé rapidement que c'était intéressant que cet écosystème, cette initiative, à laquelle l'État n'appartient pas. Il n'y a pas un sou de l'État, c'est complètement dirigé par ces entreprises. Ce qui est une garantie de... Non pas de liberté, mais on ne fait des choses que si ça intéresse nos grands industriels, sinon on ne fait pas. Et donc on a créé à leur initiative une technopole qui est à Bruyères-le-Châtel, à côté du site du CEA, où vous avez des laboratoires de recherche, des plateformes de services, le très grand centre de calcul du CEA. Et regardez les laboratoires de recherche qui sont implantés sur le campus TerraTech. Vous en trouvez certains. Le premier, Extreme Computing, c'est pour préparer l'exascale. Le deuxième, c'est pour préparer les utilisations de l'exascale, les applications de l'exascale. Il y a un laboratoire européen sur les nouvelles architectures big data d'Intel. Il y a un laboratoire très intéressant qui vient de se monter sur la simulation numérique pour les matériaux. Vous trouvez là tous les grands noms, CEA, Michelin, L'Oréal, Safran, Faurecia, etc. Il y a un laboratoire de stockage, des entreprises. Donc on trouve là un écosystème at work. Il y a 150 personnes sur le site aujourd'hui, mais on va monter à 300, à mon avis, assez rapidement. Alors, un dernier mot pour dire que au-delà de ça, il y a eu des initiatives, notamment en France, et dans le cadre de la Nouvelle France industrielle, on a demandé à TerraTech de s'occuper de proposer un plan supercalculateur qui a été approuvé. Je ne vais pas vous le détailler, mais simplement vous dire que dans ces plans-là, et ça a été mis en place, il y a plus de 100 millions d'euros qui ont été utilisés déjà là-dedans. Il y a à la fois la préparation de l'exascale, il y a en même temps le fait qu'il y a un certain nombre de domaines sur lesquels on fait des investissements majeurs pour accélérer la transformation numérique dans ces domaines. Alors notamment, j'ai cité les matériaux, l'agriculture, la santé, la ville durable, etc. Et un gros volet pour les PME. Pourquoi? Parce qu'on a atteint le point où maintenant les barrières à l'entrée ont disparu parce qu'on n'est plus obligé pour faire de la simulation, pour entrer dans ces technologies-là, de s'acheter un très gros ordinateur et de payer des licences à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Donc on est en train, vous allez le voir, je vais terminer par ça, de lancer une grosse activité là-dessus, et notamment, alors l'une qui est tout à fait orientée vers les PME et les PMI, qui s'appelle SimCO, qui est en train de se déployer en France et qui vise à faciliter le fait pour des centaines de PME par an de passer à l'intégration de ces technologies en commençant par la simulation. Et alors, il y a un sujet dont je n'ai pas parlé du tout qui est important, mais je n'avais pas le temps, c'est l'Europe parce qu'on fait énormément de choses au niveau européen et il va y avoir de grandes actions européennes sur ces sujets-là dans lesquels l'écosystème français que vous représentez et auquel nous participons a une place majeure, même, soyons clairs, on a une position de leader dans le montage des grandes opérations européennes. La plateforme technologique ETP for HPC, il y a 700 millions d'euros qui ont été mis par la Commission. C'est une initiative d'origine française. Et on travaille sur des projets plus grands encore. Voilà, je vous remercie.